Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. 20h02, désolé pour le retard, mais vous allez retrouver Stan, Xavier et toute son équipe pour Liberté pour les auditeurs. Encore une excellente émission avec pas mal de supporters de différents pays, de différents horizons. Peut-être pas pays, mais... Non, différentes cultures, ouais. Je sais même pas si Bastien, c'est en France, hein, c'est en France. Ah, non, déjà ils seront là la semaine prochaine, mais c'est bien en France, je te rassure. Allez, Stan. Merci Ludo. Bonne transition Ludo. C'est vrai, on arrive maintenant, on fait le tour du monde. On nous écoute sûrement au Mexique, à Guadalajara peut-être même. Bonsoir à tous. Donc nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Oui, je vais enchaîner, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Donc ce soir, nous n'aurons pas les membres de Bastia 1905. Ils viendront s'exprimer la semaine prochaine. À 20h en direct, suite bien sûr aux événements, à leur interdiction de déplacement et tout ça. Il y a des procédures qui sont mises en place et tout ça. Donc pour ceux qui savent et pour ceux qui connaissent un petit peu maintenant comment ça se passe chez les ultras et dans le mouvement, eh ben voilà, il y a des procédures, il y a toutes les semaines ça change, il y a des nouvelles données qui rentrent en jeu. Donc la semaine prochaine, ils auront plus d'éléments à nous apporter sur ce qui s'est passé. Bien sûr, on s'intéressera à ce groupe mythique Bastia 1905 qui regroupe plus que des supporters, on va dire quasiment le peuple bastiais entier. Donc voilà, et on les remercie parce que quand même, voilà, ils s'expriment nulle part. Et ce sera l'exclusivité sera pour nous, donc déjà un grand merci à eux et on a hâte de les écouter la semaine prochaine. Bien sûr aussi, je m'excuse, c'est moi le flop sur les t-shirts, beaucoup réclamaient ce t-shirt, je le mets en ligne, mais beaucoup me disent oui mais la paye est pas arrivée, le truc c'est ça. Désolé les amigos, au pire on fera une tournée, enfin machin, c'est pas grave, vous connaissez un petit peu le système, c'est un petit peu le système D, le système football populaire, la démerde, la débrouille, mais on y arrive parce qu'on est là. Et on essaie de faire bien les choses et merci pour votre soutien qui est de plus en plus important et vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie d'aller beaucoup plus loin, mais malheureusement on essaye aussi d'avoir un petit peu de monnaie pour pouvoir essayer de se développer, site, machin, lecteur, enfin tout ce qui fait que pour essayer de faire vivre une émission ou une radio, voilà un petit peu en gros. On va commencer cette première partie bien sûr en fêtant l'anniversaire des Barbarians. On va souffler 20 bougies avec eux. Pour cela, on aura Yann avec nous, Yann qui est un petit peu un ancien de la maison, le porte-parole, mais vraiment un ancien de chez Barbarians. Donc intéressant. Deuxième partie, nous aurons Manu des Dogs de Dijon. Il est aussi un petit peu parisien, donc on parlera pourquoi les Dogs de Dijon se sont mis en sommeil, son petit parcours aussi à lui. On essaiera un petit peu de relancer la rivalité avec peut-être l'AJ Auxerre, vu que notre ami Ludo qui nous écoute est auxerrois. Fin d'émission bien sûr, on s'intéressera aussi à nos amis Nissar qui ont fait un petit on-tour assez sympathique, on va dire, du côté de Bordeaux. Voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes histoires qui se reproduisent de stade en stade. Il faut que tout cela s'arrête et le seul moyen c'est de venir un petit peu cracher la Valda. Donc nos amis Nissar viendront un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé du côté de Bordeaux. Je ne peux pas commencer cette émission bien sûr sans mon acolyte de toujours, monsieur Xavier Coulant. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde. T'as bien dit acolyte, pas alcoolique. Bah oui, non mais de toute façon les deux, alcoolique. Non, merci, mais quand même. J'entretiens, toi t'entretiens ton image, mais toi tu m'en donnes une mauvaise. Bah ouais, faut être solidaire aussi, c'est ça l'émission, la solidarité aussi. Bon, tu as un beau programme et je suis content et puis c'est bien d'avoir l'exclu aussi en deuxième partie, enfin troisième partie même, avec la supportrice niçoise et le supporter niçois. Et ça va encore prouver qu'il se passe des choses pas très nettes. Et d'ailleurs, je tiens, c'est rare que je le fasse, mais dire un grand bravo à
c'est pas trop, je sais pas comment dire, Claude Askolovitch, il est journaliste ou enfin, il intervient beaucoup sur les radios et là la télé, en plus il a fait sur le plateau de beIN Sport, il a dénoncé un peu par rapport à Casti et puis le traitement qu'ils ont eu pour le déplacement à Nantes, hein, il me semble que c'était. Et je trouve ça bien que certains l'ouvrent comme ça. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le contacter pour qu'il vienne à l'émission, mais j'ai pas de réponse pour le moment. Ouais, alors, de toute façon, ça prend des fois un petit peu de temps, le temps que voilà, Mais qu'il j'ai trouvé regarde ça le bien ce qu'il message. a fait parce que Ouais. c'est bien dit. Et puis franchement, moi je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça bien. Bravo. Non, je suis entièrement d'accord. Les consciences se réveillent, hein, les gens un petit peu en ont marre aussi, hein. Il n'y a pas que les méchants ultras, hein, qui sont mis en danger. C'est un petit peu tout ce peuple fanatique pour certains et puis populaire pour d'autres, qui est en danger. Rien que pour ça, on va aller du côté, je crois, je suis sûr même que du club le plus vieux de France, hein, le Havre Athletic Club, on dit, c'est bien ça, Yann. Oui, c'est bien ça. Donc Yann, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Bonsoir Yann. Donc je disais, c'est le club le plus vieux de France. Oui, effectivement, club le plus vieux de France, fondé en 1872 par des étudiants d'Oxford et de Cambridge. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des références à l'Angleterre via des Union Jack, le drapeau ou la croix de Saint-Georges qui traîne régulièrement dans nos travées, parce qu'on essaye systématiquement de rappeler les origines de notre club, qui sont anglaises, britanniques. Et d'ailleurs, on a monté il y a l'année dernière l'hymne du club avec des paroles qui nous sont propres, mais sur l'air de God Save the Queen. Donc c'est complètement relayé par le club, c'est diffusé avant les matchs, c'est repris plus ou moins par tout le monde, parce que étant donné que l'assistance, l'affluence est très faible dans notre nouveau stade, ça sonne vraiment creux. Mais bon, on essaie de persévérer. Donc en gros, tu me dis là que donc ils vous ont fait faire un hymne un peu fait par les supporters, donc. Non, en fait c'est complètement une initiative supporter, je dirais même une initiative Barbarians. On a présenté le projet au club, et puis finalement on s'est débrouillé pour l'enregistrer quasiment nous-mêmes avec quelqu'un qui était proche du club. Et aujourd'hui, en fait, c'est diffusé sur les écrans géants avec les paroles sous-titrées, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un peu du karaoké. Et globalement, c'est plutôt bien repris à l'intérieur du COP. Maintenant, les autres personnes participent pas. Il faudrait qu'on arrive à tester ça sur un match à enjeu, mais c'est vrai que nous, des matchs à enjeu, on en connaît très peu depuis très longtemps. Donc, Non, mais parce que moi je trouve ça bien parce que je sais que par exemple au Parc des Princes c'était un hymne qui était chanté par les joueurs, enfin le PSG nouvelle version, qui mettait sur l'écran, hein, on se rappelle de ça, et là de faire que le club vous le proposiez ça et puis qu'il le passe, je trouve que ça montre que les supporters font partie de la vie du club, il y a une confiance envers vous, je trouve ça sympa moi. Oui, c'est vrai que on a fondamentalement la seule chose de laquelle on se plaint vraiment, c'est l'absence de résultats. Ça c'est clair, depuis que Louvel, c'est quelqu'un qui est connu au niveau national, depuis qu'il a pris le club depuis 12 ans, on n'a absolument rien connu. Je ne vais pas rentrer dans les détails sportifs, mais juste pour vous donner une idée, on est resté 1 an en Ligue 1, on est redescendu aussitôt, au bout de 3 mois de championnat de Ligue 1, on était déjà condamné. Donc finalement, la saison était morte. L'année dernière, on a fait un 8e de finale de Coupe de France. Et ça faisait 17 ans, en fait, qu'on n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Il y a 17 ans, c'était contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'en fait, on a très peu de gros matchs à se mettre sous la dent. Donc c'est pas facile non plus de faire venir les gens au stade, parce qu'il y a une grosse lassitude qui est en train de s'installer avec les matchs de Ligue 2. Donc, oui, et puis en plus vous avez évolué de stade, oui, c'est peut-être ça que tu allais dire, stade. Vous êtes passé de Jules Deschazos, c'est Océane, hein, le nouveau stade, je sais plus, c'est quoi l'appellation exacte? Ouais. Donc en fait, on a suivi l'ère du stade moderne qui devait amener plus de 30% d'affluence de façon automatique par le confort, etc. Or, il n'en est rien du tout, et aujourd'hui, l'affluence officielle
elle oscille entre 6 et 7 000 dans un stade de 26 000 où les étages ne sont pas encore condamnés. Donc je vous laisse imaginer le gruyère qui s'est fait. C'est même plus un gruyère d'ailleurs, il y a plus de trous que de personnes. Il y a eu un débat quand même sur ce stade parce que beaucoup étaient attachés à des Shadows, à la Tribune Cop, à cette atmosphère de petit stade à l'anglaise. C'est un petit stade, il faisait 16-17 000. Il y avait un côté humain que l'on aimait. On aimait. C'est vrai que même les visiteurs, quand ils venaient à des Shadows, ils mentionnaient qu'effectivement c'était un stade je parle pour la structure même du stade, c'est un stade qui respirait le foot. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est pas vraiment, on a du mal, nous, on a eu du mal à prendre nos marques. On s'était installé l'année dernière en haut. Malheureusement, du fait de la très faible affluence, on se retrouvait loin du terrain et on n'avait pas grand monde autour de nous. Alors qu'à l'époque, on était dans notre tribune COP de 3000, 3500, il y avait, à tous les matchs, il y avait entre 2005 et 3000. Quand ça poussait, en fait, on pouvait compter sur nos sympathisants, alors qu'ils ne se levaient pas forcément à tous les matchs, mais qui pouvaient bouger avec nous. Là, on s'est retrouvé vraiment le noyau du groupe, seul, au milieu de nulle part. Donc voilà, c'était difficile. On a pris la décision d'aller en bas. Vous avez perdu du monde, tu penses, toi, par rapport entre des Chazeaux, le grand stade, là? Vous avez perdu en niveau affluence? En termes d'affluence générale, on a perdu légèrement, mais ça, je pense que c'est dû au résultat. La seule chose, en fait, qui a vraiment explosé, c'est que la Tribune Cop, avec pas mal, c'était beaucoup d'indépendants. Alors, quand je dis indépendants, c'est pas indépendants en termes d'ultra, hein, c'est des indépendants qui ne voulaient pas faire partie de groupes et qui étaient simples supporters du lac, je dirais. En fait, cette Tribune Cop, c'était un peu l'amalgame des supporters, des indépendants, de ceux qui venaient pour l'ambiance, etc. Et en fait, quand on est passé au stade Océane, il y a eu une rupture. En plus, on avait essayé de poser un dossier auprès de la mairie, auprès du club, pour qu'on ait une tribune d'un seul tenant. Malheureusement, je dirais qu'on nous l'a fait par derrière et on s'est retrouvé avec une tribune partagée en deux, avec un étage bas qui est très très réduit. Alors c'est globalement entre ce qu'on peut trouver à Auxerre et Rennes, c'est plus petit qu'à Rennes en bas. C'est peut-être un peu plus grand qu'à Auxerre ou Montpellier, mais c'est pas énorme non plus. Et c'est la raison pour laquelle au départ on s'était dit on va se mettre en haut parce qu'il y a un coup à jouer, il y a un vrai potentiel. Mais bon, malheureusement les résultats n'ont pas suivi et on s'est dit on va retourner en bas, ça va être une tribune à dimension plus humaine pour nous. Et puis on va prendre nos marques, on sera plus proche du terrain, plus proche des joueurs, etc. Mais bon, il y a quand même, on va dire, 20 ans de passion pour les supporters. On va revenir un petit peu en arrière, parce que je connais ton âge, 37, donc tu as vécu, on va dire, les grandes années. Mais il est vieux, hein. Non, il est vieux, moi hein. le plus vieux, donc le respect, donc laissez-moi finir, merci. Donc je pense que il y a 20 ans, on va dire vers les années 93, c'est un petit peu là où tu as fait tes premiers pas. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours depuis cette date 93? Ouais, donc en 93, je devais avoir 17 ans et demi. Avec quelques potes, alors aussi bien des gens du lycée que des gens des potes de la ville où j'habitais, notamment dans les environs proches du Havre. On fréquentait déjà, on était une petite dizaine, qu'on avait plus ou moins le même âge. On fréquentait déjà assidûment la Tribune Cop, parce qu'avant les Barbarians, il y avait déjà un mouvement qui existait, notamment le Cop Havrais, qui est devenu le Cop Ciel et Marine, qui était bien plus fort, je dirais, à l'époque qu'il l'est aujourd'hui. C'était vraiment le groupe phare au Havre, créé en 1984. Et en fait, les Barbarians se sont créés juste après deux groupes qui ont été dissous pour diverses raisons. L'un qui s'appelait les Ultras. Les Ultras il y avait le mot ultra dedans, mais c'était plus des supporters traditionnels. Et un autre groupe qui s'appelait les Blue Wolves, qui était un groupe beaucoup plus radical. Donc à la fin, ils se sont fait un peu chasser de la tribune de force par des éléments extérieurs, parce que
C'était quand même des gars assez costauds, je dirais, pour l'époque. Et donc voilà, donc les Barbarians sont arrivés juste après ça. Voilà, donc ça a commencé par une caisse où on a mis 10 € chacun. Moi, j'ai pas participé à la définition du nom. À un moment donné, je suis revenu de vacances, on m'a dit on va s'appeler les Barbarians, c'est parti. Bon bah tant mieux. On a mis une caisse, on a mis à l'époque 50 francs chacun. Et c'est vrai qu'en y repensant, en fait, au lieu d'acheter du matériel un peu durable, eh ben, on a acheté que des fumigènes, des pots de fumée pour le premier match. Donc effectivement, on a tout cramé d'un coup et on n'avait même pas de bâche ou quoi que ce soit. Et c'est seulement peut-être 2-3 mois après, effectivement, j'ai réalisé que le président de l'époque, la première bâche. Donc voilà, on a commencé à bâcher tout en étant, je dirais, associés au COP en plein milieu de la tribune. Si vous voulez, en fait, tous les membres étaient un peu mélangés. Et en janvier 94, donc 5-6 mois après, on s'est dit, bon, bah voilà, il va falloir qu'on commence à se différencier. Alors, pour des choses toutes bêtes, on ne s'est jamais vraiment réclamé ultra, mais quelque part, quand on voyait des tendus d'écharpe qui ressemblaient à rien, qu'il y avait des mains qui se mettaient pas en l'air, etc., nous, on voulait un peu, avec un capot à la tête, et puis que ça, disons que ça prenne forme. Alors que derrière nous, c'était plutôt un cop à l'anglaise, où chacun chantait, bon, suivant le match, etc., sans capot. Enfin, il y avait déjà un capot, mais plus ou moins. Donc voilà, donc en janvier, on a commencé à se dissocier. Et là, effectivement, sont apparues les premières tensions avec le COP Ciel et Marine, qui, on va dire, n'acceptait pas forcément un autre groupe dans sa tribune. Et bon, au fil des matchs, je dirais qu'on a essayé de faire nos preuves. Donc on a commencé en janvier 94, on n'était pas très nombreux. Début de la deuxième saison, donc saison 94-95, j'ai un super souvenir où je reviens de vacances pour le premier match à domicile. On se retrouve à peine 10 en bas derrière la bâche, donc on se dit bon, ça va pas être facile. Et puis petit à petit, je dirais qu'on faisait quasiment, à l'époque on était quelques-uns, on faisait du cas par cas dans la tribune, on allait voir les mecs qui semblaient prêts à nous suivre, et puis on passait du temps à discuter avec eux, etc. Et petit à petit, je dirais qu'au cours de la deuxième saison, bon, l'effectif a monté progressivement jusqu'à atteindre 40, 50, 60 éléments. Et c'est à ce moment-là qu'un vrai noyau dur, enfin celui avec qui, voilà, vraiment la grosse bande de potes qui s'est dit, voilà, on peut faire quelque chose dans cette tribune et voilà, donc on va avancer. Donc c'est vrai que le parcours, finalement, on a essayé de... Globalement, c'est vrai que on va pas jouer les vieux, les gris, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui va arriver dans les Barbarians, c'est le groupe phare de la tribune. Ça l'est depuis plus de 10 ans. Mais aussi, il faut avoir à l'esprit que, effectivement, à l'époque, on n'était pas forcément les bienvenus, on n'était pas le groupe phare. En plus, effectivement, après, je pense que c'est le cas de tous les groupes ultra, entre guillemets, enfin ultra tout court. On était en bomber, en doc, c'était les cheveux souvent rasés. Alors on était aussitôt assimilés à être fachos, on faisait des montées au grillage, ça surprenait tout le monde, les fumigènes, ça dérangeait, enfin bon, tout était bon pour nous taper dessus. Et avec le club, c'est vrai qu'au départ, bon, il n'y avait pas trop de relations. Et puis bon, petit à petit, effectivement, peut-être aussi par l'intermédiaire de la fédération des supporters du lac, dont le président a toujours su que finalement les Barbarians étaient aussi l'avenir du mouvement. Alors cette personne était issue du COP Avray. Il nous a présenté au club, etc. Il nous a soutenus. Et d'année en année, je dirais qu'après la 3e saison des Barbarians, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur avec un noyau qui était de plus en plus costaud. C'est-à-dire qu'avant, je me rappelle qu'on était globalement, on était peut-être 50-60 en tribune, mais on pouvait également être 50-60 dans un bus pour faire un déplacement aussi bien en Bretagne que dans le centre de la France, ou même parfois à l'autre bout de la France. Donc globalement, on avait pas de sympathisants, mais tous ceux qui, en fait, le groupe n'était qu'un noyau. Mais donc ça représentait certaines forces et les gens étaient très soudés. Pour ceux qui écoutent l'émission mais qui ne sont pas spécialement experts dans les mondes ultra tout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, ou même des gens plus âgés mais qui ne connaissent pas trop ce monde-là, quand tu dis que c'était pas très bien accepté, le fait de voir arriver un nouveau groupe, bon, ça arrive souvent ça. Mais chez vous, c'est quoi le fait qui fait que vous dérangiez un petit peu?
Globalement, Sans c'était un rentrer peu des soucis de rentrer dans les détails, mais en gros, quoi, dans les grosses lignes. dans les grosses lignes, c'est dans les faits ou le fait que ça dérange. En fait, c'était un peu l'hégémonie du COP qui historiquement était dans sa tribune COP. Et le fait de voir un autre groupe pousser à côté, non, ça les ravissait pas. Donc il y avait des tensions régulières, il y a eu des bagarres. Et puis bon, à l'époque, c'est vrai que du côté du COP, ils avaient la trentaine, nous on avait 17-18 ans, donc le rapport de force n'était pas forcément super équilibré. Clairement, on la ramenait pas non plus. Hein, Comme toi aussi, quand t'entends l'écart de génération. Quoi. Quand certains disent les supporters décérébrés du PSG qui se tapaient dessus, il n'y a qu'à Paris que tu vois ça, il y a ce cas que tu dis, il n'y a pas que là, ça arrivait à beaucoup d'autres endroits, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a eu des rivalités où ça peut finir en bagarre. Malheureusement, c'est pas un truc qui est bien, surtout quand ça finit mal comme à Paris, mais faut pas dire oui, il n'y a qu'à Paris que ça existait, ça existait ailleurs aussi. Ça arrive. Non. Oui, des groupes, des tensions quand il y avait deux groupes dans une même tribune. On l'a vu à Saint-Étienne, on l'a vu à Metz. À Metz, il y a eu un peu le même cas avec le Cop of Metz et la section Gravouli à l'époque. Donc c'est vrai que dès lors que cette nouvelle génération, alors en plus on nous appelait à l'époque c'est pareil, on nous appelait un peu la génération Supmag. C'était le magazine de supporters qui a été monté en 92, je crois, où chacun postait un peu ses comptes rendus, c'était diffusé dans les presses au niveau national, ça a commencé à prendre de l'ampleur, et en fait, il y a pas mal de groupes qui ont été créés dans les années 93, 94, 92, et en fait, on disait globalement qu'on était plus là pour être ultra plutôt que pour être de vrais supporters de notre club. Alors, en fait, à l'époque, on était toujours en train de se justifier en disant, bah oui, on aime notre club, on aime nos couleurs, et en fait, on était sans un Tu l'entends beaucoup ça quand même, hein, parce que même maintenant, par exemple, ceux qui boycottent le Parc des Princes et qui faisaient partie des groupes d'ultra, moi il y en a beaucoup qui nous envoient à la face, ouais mais vous étiez pas supporter, vous aimez votre tribune, c'était pas aimer le club, mais si, bah tu peux aimer ta tribune, une certaine ambiance, ou même les deux tribunes avec une certaine ambiance, et aimer ton club en même temps, mais et ne plus te reconnaître dans une ambiance. Je pense que toi, par exemple, si on t'avait dissous ton groupe de supporters et que c'était plus un public de spectateurs, ça t'aurait pris moins de plaisir à y aller, même si tu étais supporter du Havre. Ouais, il aurait quand même fallu qu'il y ait encore un groupe ou une mouvance supporter existante. Et c'est vrai, faut pas se le cacher, on était un peu tous comme ça, c'est que quelque part, en plus à l'époque il y avait les barbelés, etc., les grandes grilles. Pendant une bonne période, j'avais qu'un objectif, c'est que le groupe progresse dans la tribune. Donc mon club, j'ai toujours aimé. Aujourd'hui, je regarde plus le match que je le regardais à l'époque. Il y a des moments, si on croisait de la famille le lendemain qui nous disait «Ah ouais, t'as vu le match à ce moment-là», etc. En fait, on se rendait pas compte, mais on était tellement dans notre trip qu'on voyait pas le match. Mais ça voulait pas dire pour autant qu'on n'aimait pas le club. Au contraire, on était prêt à le soutenir, etc. Donc bon, c'était... Il y avait deux matchs, hein. Il y avait le match sur le terrain et le match dans les tribunes où tu essayes de donner de l'ambiance et représenter ton club. Voilà, Forcément. Moi, je voudrais savoir ton meilleur souvenir, que ce soit en déplacement ou à la maison en tant que supporter du Havre, parce que tu nous as dit tout à l'heure, bon, c'est vrai qu'il y a eu des mauvaises années et tout ça, mais il y a eu forcément un moment où ça a été mémorable. Ouais, alors il y a plus... En fait, c'est pareil, parce qu'on pourrait avoir... Il y a la vraie rivalité au Havre, c'est Rouen. C'est le cas, c'est deux villes antagonistes. Sur le plan politique, hein, longtemps le Havre a été communiste et Rouen était de droite. Alors, là, depuis 10 ans, depuis que le Havre est passé à droite, on est passé à gauche. Au niveau des clubs de jeunes, les rencontres sont souvent tendues. Donc la vraie rivalité, c'est Rouen. Et en fait, malheureusement, nous, en 20 ans d'existence, il y a eu un seul match du match, enfin, en championnat officiel, il y a eu une seule fois une rencontre à Rouen et un derby à Rouen. Donc c'est vrai que le plus gros souvenir qu'on a, on parlait tout à l'heure de la progression, on a commencé à 50 avec un capot qui commençait à s'imposer, etc. Donc les effectifs ont grandi. À l'époque, on était quand même en Ligue 1. On est redescendu, on a fêté nos 10 ans en Ligue 1, on est redescendu en Ligue 2, et l'année d'après, en fait, donc la 11e année du groupe, on recevait Rouen. Donc c'est vrai que la sécurité, ça a commencé à se resserrer au niveau national. C'était aussi le cas au Havre, mais je me rappelle qu'on s'était regroupé avant le match
On était peut-être à l'époque, allez, on va dire 200, 250, 300. On a vu passer le quart des joueurs de Rouen, donc on n'a pas cassé les vitres, mais on leur a mis vraiment un gros coup de pression en lançant tout ce qu'on avait, en hurlant sur eux. Derrière, il y a le quart des joueurs du HAC qui arrive, tout le monde était en transe et à faire passer cette transe aux joueurs. Sur le terrain, les joueurs nous sortent ça c'est après, mais ils nous sortent un gros match, on gagne 2-0. Et au début du match, en fait, le capot, on avait mis en place une enceinte, le capot lit un message en fait à l'attention de la tribune. C'était pourquoi nous détestons Rouen ou un truc comme ça, pour vraiment faire monter la sauce. Et là, il dit allez, levez les mains. Et en fait, pour les 3500 personnes de la tribune ont levé les mains. Et là, pour nous, c'était carrément le basculement. On s'est dit putain, on est capable de faire ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pour ceux qui ont connu ça et on s'est tous retournés, on dit merde, la tribune là, elle va être à bloc, elle va être avec nous et il y a vraiment des putains de trucs à faire au Havre. Donc, c'est à domicile, c'est le plus grand souvenir. Pour le groupe. Et un tournant pour le groupe parce qu'on s'est dit on peut avoir la main. Et c'est vrai il y a eu quelques rencontres après, et puis même l'année où on était remonté en Ligue 1, on sentait que la tribune de toute façon, on savait que ça s'était passé une fois et que ça pouvait se repasser si l'environnement le permettait, je dirais. Et face Donc, à, et par exemple, face à Caen, tu peux pas retrouver une ambiance comme ça? Parce que ça pourrait être un match chaud aussi, c'est pas pareil que Rouen. Non, c'est moins chaud, c'est plus calme. Il y a à domicile, je dirais que ça mobilise quand même du monde. L'année dernière, on était 16 000. Cette année, je crois qu'on devait être 13 000 parce que, voilà, on joue le maintien, donc c'est pas forcément, ça aide pas forcément. Mais il y a pas ce même antagonisme. Alors, il est en train de naître petit à petit. Globalement, on va dire, Madame Normandie Cop, c'est un groupe qui est relativement tranquille, posé, donc ils cherchent pas forcément l'affrontement, mais par le biais de provocation, par le biais de banderoles, etc., à un moment donné, la sauce montait un peu, et du coup, effectivement, ça fait un peu monter la sauce, mais il n'y a pas la même atmosphère que contre Rouen. C'est clair que le Havre est pas un vrai antagonisme. C'est un petit peu du chambrage comme il peut y avoir un petit peu un peu partout. On va faire un rebond. Alors on était dans les années 2003-2004, là on arrive dans les 2013-14. Au niveau de la répression, est-ce que tu as senti toi un gros changement au niveau même du football en général, de ce football populaire qu'on aime? Oui, évidemment, on est aussi touché par la répression. Dernièrement, on a été interdit de déplacement à Nancy, alors qu'il y avait un tiers qui pouvait partir. Le pire, c'est qu'on l'a appris, alors il y avait des rumeurs, mais on l'a appris 4 jours avant le match. Donc la compagnie de car déjà était bien sympa d'accepter l'annulation, etc. Parce que bon, c'était une clause de force majeure en plus, mais bon, quelque part, les gens avaient déjà pris leur journée de congé, etc. C'était quoi la raison invoquée pour interdire le déplacement? Alors, c'est très complexe. Et c'est même à la fois complexe et abracadabrant. D'une, on a eu la note en fait du préfet de Moselle ou d'Orthès-Moselle, je ne sais plus. En fait, qui a mentionné très clairement qu'il y avait eu une volonté d'affrontement en match-aller, ce qui est vrai, en disant, voilà, d'un côté, il y a eu des tirs de flashball sur les supporters havrais, des gazeuses contre les supporters nantiens, et qu'effectivement, si la police n'était pas là, il y aurait eu un affrontement entre les deux camps. Maintenant, ils ont rajouté à ça la possible présence des Messins. Donc nous, le match en fait était prévu, a été décalé et sur le tard également, ce qui fait que les Messins jouaient un jour et nous un autre jour. Donc ils nous ont dit voilà, il y a une possibilité que les Messins se joignent au Havre et en plus ça rend encore plus possible le risque d'incident. Sachant qu'au final, ils ont mis un petit moment à interdire en fait les Messins d'aller à Nancy. Finalement, sous des conditions draconiennes qui ont écœuré tout le monde, il était plus de 400 à pouvoir y aller. Mais bon, globalement, on nous a mis en plus les Messins dans le lot. Donc à la limite, nous on était un quart, on était 40-45.
Je pense que si la police n'était pas capable d'encadrer 40-45 personnes, c'est assez dramatique pour le futur, pour l'Euro 2016, etc. Donc ça, bon, c'est une partie vraiment de la répression. On a tout le monde, alors peut-être pas en grosse proportion, mais on a toujours des IAS qu'on n'a pas contesté, qu'on aura peut-être vu d'ailleurs. On a aussi des IDS, notamment des IDS de longue durée. On en a un qui doit purger 3 ans pour cette fameuse soi-disant insulte raciste envers un joueur lyonnais. Je ne me rappelle même plus qui c'est. Voilà. Donc en fait, il avait été disculpé la première fois sur un premier jugement. Et comme l'Olympique lyonnais, l'avocat de l'Olympique lyonnais avait fait appel, du coup, il avait été jugé coupable sur le deuxième jugement, alors qu'il n'y avait pas plus de preuves qui avaient été apportées. Donc, même les vidéos, au départ, on lui avait dit qu'il y avait des vidéos contre lui, il n'y avait rien, enfin bref. Ouais. Donc voilà, globalement, on n'est pas épargné, mais je dirais qu'on n'est pas un groupe non plus, pas dire hyper violent, mais on essaye. Non, ouais, vous faites pas partie des groupes qui sont ciblés ou qui sont montrés du doigt. Non, alors il y a la question du nombre, il y a le fait qu'on soit en Ligue 2, il y a le fait qu'on cherche pas non plus l'affrontement systématique, mais bon voilà, on sent qu'à certains moments il faudrait pas grand chose pour que ça dérape. Bon évidemment les fumigènes, on a eu notre lot d'IAS, je crois que là on a purgé la totalité. À un moment c'est vrai qu'on s'est dit il faut de toute façon ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quasiment des fumigènes, pendant les matchs, on n'en voit quasiment plus parce que nous, même moi en tant qu'ancien, je ne vais pas pousser un jeune et lui dire allez, il faut y aller à l'imitateur, etc. Je sais que le jeune, c'est comme si je le poussais dans le trou, quoi. C'était voilà, donc en fait les gens au bout d'un moment, ça malheureusement je dirais que ça s'autorégule. Alors que si effectivement on repart 15 ans en arrière, les fumigènes, on en craquait à domicile, à l'extérieur. C'était interdit, mais il n'y avait pas de loi, donc voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui tout le monde se gargarise de ces photos d'avant, mais aujourd'hui, voilà, nous, à part avec le club, là, pour nos 20 ans, on a pu faire de la pyrotechnie. C'était tout sauf pendant le match, donc ça perd quand même de son charme. Maintenant, on peut faire quand même des belles choses avant, après, mais voilà, ça n'a pas non plus la même saveur. La même saveur, c'est clair. Et par rapport à SOS Ligue 2, vous êtes un petit peu engagé dans ce combat? Oui, on était même très engagés. Donc c'était avant le début de la saison dernière. Globalement, c'est vrai que le mouvement, le SOS Ligue 2 existait déjà, avec des gens très actifs, notamment du côté de Grenoble et Guingamp à l'époque. Nous, on s'y était joints, mais sans plus. Et en fait, avec ces matchs possibles à 18h le vendredi, voilà, ça avait fait bondir tout le monde. Et c'est vrai que, de mon côté, j'avais essayé de contacter tout le monde via Mouvement Ultra, Culture Ultra. Et très vite, en fait, c'était tellement aberrant que, au final, on a réussi très vite à quasiment, je sais pas, je crois qu'on a regroupé quasiment 17 groupes sur 20 clubs de Ligue 2, très rapidement. Après, il y a un petit noyau qui s'est dégagé. Et puis, on est monté en puissance et on s'est dit à ce moment-là, c'est tellement aberrant qu'on a pu bénéficier de soutien de clubs après coup, parce qu'au début il y avait l'argent de la ligue qui venait, etc. Donc certains jouaient double jeu, mais on avait le soutien des politiques, le soutien de tout le public. Enfin, c'était vraiment à la base un truc un peu ultra supporter, mais derrière avec un très gros soutien. Et chaque communiqué, on sentait qu'il y avait une vraie poussée derrière nous. Donc c'est vrai que c'est monté en puissance, suite à des discussions avec des gens bien informés, on nous avait dit surtout, voilà, c'est pas Beansport qui est forcément responsable parce que c'est un simple diffuseur qui a payé, mais c'est sur eux qu'il faut taper parce que les Qataris, ils n'ont pas envie de voir leur image écornée. À Paris, vous en savez quelque chose, et c'est par ce biais-là que vous pourrez peut-être avoir gain de cause. Et effectivement, on a pu rencontrer, alors on était des représentants de 4 groupes de mémoire, je ne voudrais pas en oublier, mais
il y avait la Brigade Loire de Nantes, il y avait les Tigers de Lens, il y avait le Malherbe Normandie de Caen, il y avait les Gladiators de Nîmes, et donc il y avait moi pour les Barbarians. Et on a rencontré Thiriez, et on a senti que de toute façon, à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient déjà poussé, et il nous a dit globalement pendant la réunion, voilà, si vous arrêtez vos banderoles pour Beansport, on est le 8 décembre, je crois, on se donne rendez-vous au début janvier, mais il va se passer quelque chose. Et effectivement, au 1er janvier, ils ont annoncé que les matchs repassaient à 20h. Donc c'était une victoire quand même, pas une demi-victoire, parce que le collectif SOS Ligue 2 milite pour les matchs le samedi, qui est pour nous le jour du football, le samedi soir, d'autant plus parce que le samedi après-midi, il y a le sport pour les uns, pour les autres, pour les jeunes, etc. Donc on aimerait quand même que le foot, alors surtout la Ligue 2 qui n'est pas médiatisée, on nous la place le lundi, on nous la place le vendredi, etc. On aimerait qu'il y ait un jour unique. Alors, certains pensent que c'est utopique, mais le combat de base de l'SOS Ligue 2, c'est le foot le samedi. Donc c'est pour ça qu'on parlait de demi-victoire. On disait que le combat ne s'arrêtait pas, mais malgré tout, le combat est beaucoup plus difficile parce que il y a pas mal de gens depuis 10 ans qui se sont habitués, parce que notamment la plupart des spectateurs, enfin, quasiment en Ligue 2, peu de monde fait des déplacements. Enfin, il y a quelques groupes qui en font, mais ça représente une faible part du pourcentage du public. Donc aujourd'hui, pour passer des matchs du vendredi à 20h au samedi à 20h ou 20h30, on a beaucoup moins de soutien derrière nous. Donc c'est pour ça que je dirais pas que le mouvement s'essouffle un peu, mais voilà. Donc on essaye de trouver d'autres combats. Alors moi, pour être honnête, je suis moins impliqué aujourd'hui. J'ai moins le temps, mais il y a des gens, notamment je pense aux Tigers, qui continuent à relancer. On a toujours le soutien de Grenoble également, des Red Chaos qui sont derrière et qui sont toujours prêts à nous aider. On essaye, alors toujours sur le combat des horaires et des jours, par exemple, on essaye de faire passer des messages à propos de la Coupe de France. C'est-à-dire que la Coupe de France, qui est la compétition phare, je dirais, et la plus populaire. Aujourd'hui, on nous place des matchs le mardi, le mercredi, le jeudi. Il y a eu la preuve cette semaine. La preuve cette semaine. Comment? La preuve cette semaine, là, parce qu'il y a eu un match hier, il y en a ce soir. Voilà, la Coupe de France est en pleine semaine. Voilà, donc en fait ils ont tout cassé, donc nous le message que l'on veut porter, alors forcément ça fait pas plaisir aux instances, mais le message qu'on veut porter, c'est que c'est la Coupe de la Ligue qui alourdit le calendrier, et en fait il faudrait tout simplement supprimer la Coupe de la Ligue et redorer le blason de la Coupe de France. Alors nous on essaye de le faire au niveau SOS Ligue 2, le problème c'est qu'il n'y a pas, alors je vais pas dire qu'il n'y a pas de suivi par rapport à la Ligue 1, mais comme il n'y a pas nous on reste entre Ligue 2, mais il n'y a pas de coordination, on va reparler de la coordination nationale des ultras, et il n'y a pas une voix en fait qui peut porter l'ensemble des groupes de Ligue 1. Alors on sait à peu près pourquoi, ça a déjà été fait par le passé, ça a explosé parce que certains ont monté autre chose, mais aujourd'hui en fait on se retrouve sans rien, on prend les coups, on n'a aucun moyen de répondre, on se fait complètement broyer par la machine médiatique, par la police, par la justice. Et donc en fait aujourd'hui, on sent bien en plus, il y a des groupes, certains sont plus radicaux que d'autres. C'est très dur en fait, il faut qu'on arrive à trouver un peu le tronc commun qui réunit tout le monde. Et aujourd'hui, après l'autre problème, c'est qui prendrait un peu la tête ou quel groupe, parce que après il y a une question de pouvoir, enfin c'est compliqué. Ligue 2, en fait, je dirais ça aussi bien avec la Brigade Loire, les Tigers et tout ça, c'est quand même des groupes historiques et plus ou moins importants, mais on n'a jamais eu ce souci entre nous de se dire qui est sur le devant de la scène, qui ne l'est pas. En fait, tout s'est fait carrément naturellement. Même nous, on parlait de la rivalité avec les Canets, mais on a fait des réunions, on était autour de la même table, on avait l'objectif commun, on n'était pas là non plus pour se taper dessus, donc tout le monde raisonnait, tout le monde allait de l'avant. Je pense qu'en Ligue 1 aujourd'hui, c'est pas évident, mais je crois que c'est nécessaire quand même qu'il se passe quelque chose, parce que
enfin voilà, on est en train de se faire broyer. Alors que finalement, vous en parliez tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus de journalistes. Alors il y a des très mauvais reportages, mais il y en a de plus en plus qui pointent le fait que l'ambiance est en train de disparaître des stades, que le foot n'est plus populaire, que ça devient un endroit où on essaye de faire consommer les gens. Puis en même temps, la France n'est pas l'Angleterre ni l'Allemagne, donc finalement les stades sont pas forcément pleins. Donc il y a un coup à jouer. Maintenant, de quelle façon, voilà, c'est aux dirigeants de groupe d'essayer de quelque chose. Merci Yann. Oui, Manu, on conclut avec notre ami Yann et après on passe directement à toi. Merci Yann. D'accord, je vous laisse parler. Ouais, ça, on finit avec Yann, Manu. Merci Yann, c'est vrai que tu disais il faut qu'il se passe quelque chose. Je pense que peut-être reprendre le combat face à Bein pour qu'ils imposent peut-être aussi les matchs le samedi pourront se faire. Merci, on est un petit peu sur le tard, on aurait pu rester toute la nuit je crois avec toi Yann. T'étais tellement un bon orateur qu'on faisait une émission de 24 heures avec toi sans problème. Tu reviendras parce que voilà, t'as des choses à dire aussi et puis voilà, il faut qu'il se passe quelque chose et pour ça il faut que bien sûr tout le monde vienne s'exprimer dans le même sens. C'est un petit peu le t-shirt qu'on a fait, hein. On est rivaux dans les tribunes mais contre la répression on est unis. La preuve ce soir dans l'émission. Merci Yann, tu reviens quand tu veux. Bon anniversaire aux Barbarians et passe le bonjour à tous vos membres. Ok, merci et longue vie à vous. Merci Yann, tu reviendras, tu es ici chez toi de toute façon. Ok, merci. Merci à toi Yann, merci beaucoup. On est sur le qui-vive, Manu est pressé, je le sais. Manu, merci, il est 20h34, merci d'avoir accepté l'invitation Manu. Il n'y a pas de souci. Donc Manu, on va parler des Dogs de Dijon, hein. Ce groupe qui a été mis en sommeil. Tu peux nous expliquer un petit peu la biographie et le pourquoi du comment de la mise en sommeil? Ok, en fait, la chose qui se passe, je vais faire déjà une dédicace avant, qu'il n'y ait pas de compromis, de quiproquo. Il y a Raph qui a repris les rênes du groupe. D'accord, on le salue. Donc c'est plus à lui de parler. Moi, disons qu'avec Giovanni, on a créé le groupe, il y a quelques années. Et puis, Raph, Damien, enfin, on se reconnaît, ils écoutent ce soir tous l'émission, je les salue, avec toute la France, même le club, et puis plein d'autres groupes. Et en fait, ce qui s'est passé, nous, on a créé un groupe, on voulait monter une structure un petit peu ultra à Dijon. Et pour ma part, j'ai arrêté parce que le monde ultra à Dijon était assez complexe. Et puis, j'ai pensé que c'était mieux d'arrêter parce que c'était pas ma voie. Et par contre, Giovanni, Raph et tous les autres ont essayé de tenir parce qu'ils faisaient des super trucs. Ils ont fait des super banderoles, des tifos, des choses comme ça. C'est très difficile à Dijon de créer un groupe de supporters un petit peu... C'est-à-dire un engouement, une popularité. Et disons que les gens ils suivent pas beaucoup. Et par contre, avec des efforts, on va dire d'un groupe ultra, des groupes de supporters, c'est pas facile à Dijon à créer quelque chose. Pourtant, les jeunes et les gens se sont battus quelques-uns se sont battus pour avoir une identité qui n'a pas été reconnue par rapport à la population. Dijon est une petite ville de province et n'ont pas l'attitude un petit peu de supporters. Et les jeunes s'identifient souvent à des groupes que je connais bien, comme le COB ou comme Marseille, Saint-Étienne, etc. Et les jeunes s'identifient à des groupes comme ça auxquels on ne peut pas, nous, à Dijon, évoluer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une répression, entre guillemets, suivie par aussi bien la police, les médias, les dirigeants qui, à Dijon, à mon goût, je dis à mon goût,
ne suivent pas la mentalité ultra, tout simplement, quoi. C'est-à-dire votre club est contre ses supporters en fait. Le club, pour eux, ce sont des Je parasites. dirais que, disons, pardon, vas-y. Non, non, je disais pour eux, ce sont plus des parasites qu'un élément essentiel pour le club. Je pense, oui. Je pense, en fait, c'est une ville qui était, on va dire, toute jeune dans le monde du football par rapport à la Ligue 1, la Ligue 2. Et en fait, ce que je dirais, on a créé le club tous ensemble, je pense que la mentalité n'était pas là. Enfin, nous, on voulait, mais on était tellement brimés, briefés, pourtant on a fait des tas de choses. On a essayé de lancer un peu ce monde-là, mais ça n'a, à mon goût, hein, ça n'a pas marché parce que on était un petit peu des marginaux et puis on était tellement canalisés qu'on ne pouvait pas faire ce que les jeunes attendaient qu'on fasse. C'est-à-dire par rapport à des identités soit parisiennes, marseillaises, etc., parce que les jeunes s'identifiaient à des gros groupes et Dijon n'était pas un gros groupe. J'en parle en tant qu'ancien, hein, le nouveau président, enfin l'ex-président, c'est pas l'ex, mais Raph qui tient les rênes en ce moment, qui a un petit peu en sommeil, plus ou moins, dans tous les cas, il s'est bien battu, il en parlerait mieux que moi, mais moi, en tant que fondateur avec Giovanni, on s'est battu, on a essayé de faire quelque chose, et j'ai eu du mal par rapport à des jeunes qui s'identifient avec le monde ultra, on ne pouvait pas. Voilà. Par rapport à la police, Moi, je pense par rapport à tout le monde. moi, je pense que ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est que faut se rendre à l'évidence, c'est que les présidents de club, ils disent qu'ils aiment bien. En général, il y en a qui ont des bonnes relations avec leur groupe ultra, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des soucis avec les groupes ultra. Parce que comme tu dis, il y en a qui les considèrent comme marginaux, moins faciles à gérer que des spectateurs normaux qui viennent juste pour voir le match, assister à un match tranquille. Et puis en plus, ils sont un peu le cul entre deux chaises parce que à côté de ça, tu as aussi la répression qui est entre les arrêtés préfectoraux, les forces de l'ordre qui sont assez sur le qui-vive maintenant au déplacement comme à domicile. Et en plus, avec des risques de sanctions, d'amendes, si utilisation de fumigène, etc. Donc il y a des clubs, je pense, qui se passent des ultras parce qu'ils disent que ça peut être des sources de problèmes. Tout à fait, je pense que déjà quand on part en dette déjà faut le dire, faut dire à combien on va aller dans les tribunes. Vérifier les banderoles que tu vas prendre, ce qu'il y a marqué en dessus. fait, voilà. Et après on dit voilà, vous emmenez un groupe, vous êtes responsable et c'est ensuite on n'est pas des profs je sais pas, enfin je veux dire, ils nous disent voilà, vous emmenez tant de supporters, mais vous êtes responsable de ce qu'ils vont faire et ce que vous allez faire. Et en fait, on est un peu finalement profité par rapport à ça. Et vous étiez combien de membres dans les dogs différents? De membres, en fait, au maximum, on s'était relié avec un groupe qui était en face. Je veux dire, au maximum où ça dérangeait, on était à peu près, je dirais 80. Mais 80, ça commençait déjà à déranger. Voilà, c'est ce que je pense. 80, c'est un bon Pourtant, petit... 80, ça peut paraître bête par rapport... c'est un bon petit noyau. Je l'avais dit, par rapport à une grosse tribune comme à Paris ou dans des grands clubs, ça paraît ridicule, 80, mais là, on dérangeait déjà. Ah. Alors après, à 20, effectivement, c'est facile, ou à 10, c'est facile de canaliser les troupes. Mais à 80, on commençait déjà à déranger, on faisait déjà peur. Ouais, mais t'as tout dit, c'est exactement ce que tu dis. À 80, par exemple, quand t'es à 20 ou 30, c'est un petit peu plus facile. Les groupes qui sont un peu plus puissants, ça leur fait un peu plus peur, même si c'est bon, j'aime pas ce mot-là, dire un peu plus, c'est mal dit, mais ils redoutent plus parce que, ils disent c'est un gros groupe, donc plus difficile à gérer. Oui, puis plus difficile à gérer quand tu as un gros groupe, quand tu es une dizaine, une quinzaine, c'est sûr que c'est plus facile à essayer de casser le truc. Et on voit bien avec les gros clubs, avec les grosses structures, ils ont plus de mal à faire ça. Et il y en a qui en plus qui sont plus intelligents, qui se mettent en sommeil avant qu'il y ait une dissolution. Malheureusement, c'est pas la meilleure, c'est la moins pire des solutions des fois de se mettre en sommeil que plutôt de se faire dissoudre complètement.
Tout à fait. Après, bon, moi, après, j'ai un petit peu lâché, hein, mais je sais que il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, donc ils vont se reconnaître, mais en tous les cas, ils ont bien assuré après le départ. Après, moi, comme je t'avais dit, hein, j'étais un ancien du club, et c'est un peu le même système, quoi. Et C'est un peu d'ailleurs, le même système parce que... Comment? Pour toi, ils sont en train de faire une petite épuration comme ils ont fait à Paris. Je dirais pas ça, je pense que c'est... en fait, je dirais que c'est un petit pari, disons. Pourquoi? C'est bien dommage. Le petit pari, c'est qu'en fait, disons, c'est une ville un peu bourgeoise. Et là, le Paris Saint-Germain, en ce moment, je veux dire, c'est monsieur et madame tout le monde qui va au match. Et quand je vois quelque chose, là, je vais le dire, comme tout le monde m'écoute, mais quand je vois que les supporters à Paris, on est obligé sur un écran géant de marquer tifo pour que les gens lèvent des papiers, franchement, ça me fait rire. Hein. C'est ouais, là, Eh ben, je dirais c'est qu'à Lyon, minimum. c'est à peu près pareil, quoi. C'est le minimum syndical, ok. Ouais, c'est le minimum. Hein. Ça me fait rire parce que Maintenant, franchement... il te filent même des tracts avec les chansons marquées dessus. Hein, pour, Voilà, oui, bah oui, bien évidemment, sur un écran géant, comme ça, les gens ne se trompent pas, hein, en disant allez Paris, ils chantent en même temps, hein, c'est un karaoké en fait. ouais, Pas de bah, le football. problème c'est que dans un stade, moi à la limite, que t'aies des gens comme ça me dérange pas, mais après, comme on dit, hein, dans un stade, il y a de la place pour tout le monde, et maintenant, on a l'impression que la place pour les ultras, en France, si on pouvait s'en priver dans les stades, ça dérangerait personne. J'ai vraiment l'impression, surtout quand on voit le nouveau Parc des Princes là, qui est en train de se faire, enfin qui va être fait pour 2016, j'ai l'impression qu'on est venu à mode à l'anglaise au niveau du supporterisme, c'est ce qu'ils ont voulu faire, un stade à l'anglaise, et un peu un stade Voilà, aussi comme en Espagne, genre le Nou Camp ou même le stade du Real, c'est des publics un peu plus spectateurs, un peu plus tranquilles quoi. tout à Et fait. c'est ce qu'ils ont envie d'avoir en France, pas spécialement à Paris, Oui, quoi, partout. Non, bah partout. Et puis comme tu disais tout à l'heure, moi j'écoutais, ben, c'est vrai que les groupes ultra ou que ce soit disons encore ils sont enfin disons n'est pas encore au stade des grands clubs, bien évidemment. Il y a des gens qui sont motivés pour supporter et qui ont une mentalité ultra, ça, j'en doute pas. Mais évidemment, à Paris ou à Marseille, c'est vrai qu'on est tous amis par rapport à des clubs et des identités, mais on est tous réunis par rapport au monde ultra. absolument. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, il y a quelques instants, et ça, j'en suis convaincu. Et en fait, c'est vrai qu'on a tous, c'est pas que, en fait, on a tous des identités différentes, mais on se bat pour avoir, en général, une ambiance. Ça a commencé dans les virages, bien évidemment, parce que le virage c'est populaire. Tous les gens, moi je suis un ancien, je commençais à un vieux pépère, comme je t'avais dit. Bah, tu vas rigoler parce que tu vas me dire, bah, disons, on n'est pas si vieux que ça. Mais c'est vrai Moi, que je vais dans avoir le monde 39 piges et ouais, je ben moi commence j'ai à ressentir. Hein. bientôt 43, hein, mais bon, on est des vieux pépères, mais c'est pas grave. Ça commence à Mais c'est faire vrai mal. que moi, disons que j'ai beaucoup de vécu par rapport, j'ai fait plein de clubs, et Dont le je Parc veux des dire, Princes, le club Boulogne, ouais. dont voilà, C'est pas peur de le dire, hein, j'aime. notre tribune. Notre Voilà, tribune de notre cœur à tribune, tous les ouais. deux, et aussi Voilà. à toi Xavier qui a fait quelques pas dans cette tribune. Ah bah moi j'ai fait les deux tribunes, moi, comme ça, tu vois, j'ai pas d'ennemis. Pas bien, Je ça, suis un- normalement c'est interdit. Je Ça, suis un vrai... normalement, mais bon. Non mais moi je suis un vrai désolé. politicien, tu vois. Je vais serrer la main à Non, tout le monde, on va essayer, je dis bonjour à tout le monde. Non, ouais, mais mais ce qu'il y a, non, mais c'est que quand t'étais, moi, tu vois, quand je suis arrivé, je me suis abonné dans les années 80, enfin 95, je suis arrivé, et c'est clair que ouais, quand ça fait avant, hein. la tribune qui montait vraiment, parce que moi avant, bon, je naviguais, mais je venais juste en spectateur. Après, à un moment, ouais, la tribune qui montait, c'était, c'est vrai, la tribune Auteuil commençait à monter un peu. Ouais, ça Puis, a commencé, ouais, puis c'est après, vrai qu'à Boulogne l'époque, a eu un coup de mou, Boulogne. puis est revenu un petit peu Boulogne. Mais c'est vrai que quand tu étais môme, moi je venais, tu regardes à l'époque quand j'étais tout petit, il y avait que le COP, et notamment il y avait les Boys, tout ça, il y avait les Rangers.
Et donc t'avais voilà, t'avais tout ça qui bougeait quoi. Et après bon, il y a une autre tribune qui s'est faite en face et t'avais envie d'en faire partie quoi. Et c'est ça qui fait aimer hein, quand t'es petit. Quand t'es petit, c'est ça qui te donne envie. C'est quand tu, enfin moi, je sais que des fois, je regardais plus les tribunes que le terrain parce que l'ambiance, ça t'impressionne quand t'es môme. Et moi, je me demande maintenant, quand tu viens au Parc des Princes, le stade doit t'impressionner, mais t'es plus impressionné par l'ambiance. Il n'y a plus de drapeau, plus d'ambiance comme ça bougeait avant. Voilà. Bon, maintenant, si c'est un stade comme ça qu'ils veulent, et puis bon. À la limite, ils ont raison, hein, vu que le stade est plein. Regarde, ils peuvent même augmenter les tarifs de 39%. Les gens, il n'y a aucune protestation. Aucune protestation. Tout à fait. Et je pense que même les gens n'ont même pas le droit de se lever s'il y a un lutte, hein, parce qu'ils y avait eu en identité, hein, ils n'ont pas le droit de bouger, je sais pas quoi en fait. Ouais, mais enfin, ça, il y a eu du changement là-dessus, il y a eu du changement, parce que bon, ils peuvent se lever. Et on me dit en off que c'est pas vrai, on donne pas de tract pour les Ah bah, alors là, excuse-moi, mais alors là, je veux bien, il y a des trucs, tu vois, que j'entends que on peut me dire c'est pas vrai. Le mec, il m'a filé le tract, il m'a dit j'étais voir PSG, c'était Olympiakos, je crois, qu'ils ont rencontré. Non. Et on l'avait posté en plus. Voilà, et c'est un collègue de travail, il m'a montré, il m'a dit regarde, voilà. Il m'a pas dit qu'il faisait ça tous les matchs, il était allé pour ce match-là, et on lui avait distribué, il était allé avec sa copine, 60 € la place d'ailleurs, et il m'a dit on m'a distribué ça. Après on m'a dit que c'était pour certains matchs, peut-être pour certaines tribunes, mais il faut pas dire que c'est pas vrai, parce que moi je l'ai vu le truc, et j'ai eu la photo, tout, on l'avait mis. Après le coup de pas se lever, tout ça, je pense que c'est pas vrai, je pense qu'ils se sont un petit peu radoucis un petit peu. Ouais, alors je sais pas, ils avaient peut-être mis ça, enfin peu importe. Moi ce que je tiens à dire là, comme je suis en live, je dirais que c'est vrai que le Paris Saint-Germain c'était un club assez récent, hein, 1970. Les tribunes se sont faites, il n'y avait pas trop de supporters, ça se fait né. Après il y a eu Auteuil contre Boulogne, pas contre Boulogne, mais et en fait ce que je dirais à tout le monde, ils vont tous se reconnaître hein, parce qu'ils écoutent, et en fait quand il y avait les échanges, je parle Auteuil et de Boulogne, les chants traditionnels, tout le monde va connaître, hein, je ne vais pas chanter là au milieu, mais allez, Paris est magique, Boulogne est magique, Auteuil est magique. J'ai trouvé ça, dire que ça dans ma vie, génial. Ouais, tout le monde le reprend, mais ça, c'est une chanson qui est pure et dure du Club de Boulogne, parce qu'à l'époque, on disait même Suzik est magique, on veut dire Paris est magique. Oui, ça fait Suzik, enfin Suzik, c'est super, j'ai même connu Moustapha Daleb à l'époque, etc. Mais ça fait Suzik, super joueur et magique. Et entre les deux tribunes, le Auteuil on va dire, qui était un petit peu plus tardive par rapport à la tribune Boulogne. Et après, il y avait des échanges entre les deux, je dis échanges de chants, hein, pas échanges de viande, mais échanges de chants. Et, en fait, ça faisait vibrer le Parc des Princes. Aujourd'hui, le Parc des Princes ne vibre plus. C'est du spectacle. Hein. Ah bah, on dirait que c'est verti, quoi. Hein. Et après, les gens qui fréquentent le Parc des Princes, pour ceux qui continuent à y aller, c'est pas non plus entièrement de leur faute, c'est aussi le club. Par exemple, si le club ne voulait plus de certaines personnes, encore on pourrait comprendre, et même si je le comprends pas, mais ils donnent même pas les moyens à ceux qui vont au Parc des Princes de pouvoir avoir des tambours ou des mégaphones. Donc ils donnent même pas leurs moyens à leurs abonnés de maintenant et au public qui désire recevoir, comme dirait Jean-Claude Blanc. Oui, tout à fait. Je pense que c'est du football spectacle. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est ça. Hein. Et par contre, c'est vrai que tous ces échanges avec les tifos, aussi bien Tribune Auteuil que Tribune Boulogne, c'était magnifique. Et en fait, la mort, quand c'était Paris Saint-Germain-Montpellier, je dirais que c'est la mort, parce qu'il faut être honnête. Hein. Même si on espère... Comment? Parce que... Non, on fait... Non, je dirais que c'est pour moi, hein, c'est mon avis. Après, les gens m'écoutent ou pas, je m'en fiche. Mais en tous les cas, pour le dernier match Paris Saint-Germain-Montpellier, en fait, ça sentait vraiment... ça fait de la peine quand on voit les images. Tout le monde les a vues, hein, les images. Le dernier craquage. Vous voyez les craquages, et puis
ça sentait La une fin. désillusion, et puis ça fait de la peine quand on revoit. C'est joli, hein, par contre, mais ça fait de la peine. Ouais, Par rapport aux vrais supporters et C'est le aux début d'une ultras. nouvelle ère. C'est une histoire Ouais. qui s'arrête et puis une autre qui Ouais. redémarre avec d'autres personnes, quoi. Voilà. Ouais, On s'était et dit, toute on s'était fierté, donné bah. rendez-vous, on s'était donné rendez-vous. Bah, je dans pense que Stan, t'as dû le voir, il y a certains trucs qui sont passés dans le reportage qu'il y a eu sur J+1 là, et, où carrément il y a quelqu'un qui est masqué, mais tout le monde sait qui c'est, et qui dit en gros que les ultras ils sont pas mélangés. De toute façon, en gros il dit qu'ils sont pas mélangeables avec le public de maintenant, que de toute façon ils vont s'épuiser à un moment à faire de porter plainte, que de toute façon on n'a aucune chance de revenir. voilà, qu'est-ce que c'est la légalité, les lois que les ultras ne reviendront pas. Qu'ils fassent attention à un moment donné aussi. Mais comme parce que hier il y a James dans l'émission de Michel Collard qui a dénoncé ça comme Ben, et comme il a dit James, à un moment faudra peut-être savoir quand même non mais il faudrait savoir s'il parle en son nom ou au nom du club, parce que quand tu as un grand club comme le Paris Saint-Germain, oser dire des choses comme ça, c'est carrément dire on est hors la loi et on vous emmerde, quoi. Donc à un moment, c'est plus que limite quand même. C'est même provocateur les propos qu'il a tenus dans le reportage. Bien sûr. Maintenant, si pour y arriver, il faut être hors la loi, bah, il va falloir passer par d'autres systèmes. Donc voilà, c'est toujours D'ailleurs, comme on a un supporter de Dijon, je tenais à dire quand même que j'oublierai jamais, moi. Tu aimes la moutarde? Non, oui, bah, j'adore d'ailleurs, mais mais attention, hein, la moutarde, ça monte au nez, hein. Bah, justement, à Montonnet, là, parce que j'en ai jamais parlé, bah, je crois, parce que j'étais pas encore dans l'émission. C'était le Dijon à l'époque, ils étaient venus au Parc des Princes, et c'était Patrice Carteron, l'entraîneur, et il avait dit, avec classe, ça fait du bien de venir au Parc des Princes et puis de voir tous ces bras tendus. En gros, faisant passer le PSG pour un club. En gros, le plan Le Proux avait assaini les tribunes parce que ceux qui avaient dégagé, c'était tous ceux, comme il disait, les fachos, etc. Sauf que c'était un gros résumé et ce qui avait disparu, c'est pas que les mauvais côtés, comme il disait, mais carrément tout. Et ce jour-là, j'avais trouvé ça plus que limite. Je trouvais ça limite d'avoir dit ça fait du bien de plus voir des bras tendus. Surtout que lui, il a joué à Lyon, et je crois qu'à Lyon, il y avait quand même certains supporters qui étaient aussi chauds qu'au Parc des Princes. Hein. Il y a certaines mouvances voilà, qui ressemblent. Manu, on est sur le timing. Tu as des dédicaces à faire. Bah vas-y, fais des dédicaces. Bah oui, je vais le dire. Alors juste pour répondre, pour les bras tendus, moi j'étais en R2 rouge, donc vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que Carteron là-dessus était complètement out. Voilà, il faut pas tout mélanger. Je pense que au jour d'aujourd'hui, ancien Lucom, ancien Box Dijon, ancien Brigade Ultra, etc., on s'en fiche, mais en tous les cas, le monde des supporters, tous les ultras, regrettent une chose, c'est que notre monde n'existe plus, à mon avis, ou existe beaucoup moins. Et j'espère que tout ça va changer. Oui, et puis il faut surtout dire une chose, c'est que sous prétexte, parce qu'on veut plus de gens violents, on voit bien maintenant, ça va faire 4 ans que le plan Le Proux, et même les mecs qui contestent et qui sont pas des supporters violents, il suffit juste que tu sois identifié d'une ancienne association pour dire on veut pas de toi, t'es indésirable. Donc le truc de combattre la violence, c'était une des raisons, mais c'était pas que ça, et on en a la preuve de plus en plus, parce que maintenant c'est même étendu, c'est carrément un laboratoire pour d'autres clubs qui a été fait. Tout à fait. Enfin, tous les clubs de France sont concernés. Bon, tu vois, la moutarde, elle est montée au nez. Non, même pas. Bon, tous les cas, salut les gars, et bonjour à tous ceux qui m'ont écouté, et puis à très bientôt. Merci à toi, Manu. Tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi, mon ami. À bientôt. Ok, ça marche. Ciao. Ciao. Bah voilà les amis, encore une bonne petite partie. On a pu parler un petit peu de ce club de Dijon. Hein. C'est surprenant des fois, des clubs, on se dirait peut-être anodins pour certains, qui ont leur côté obscur aussi, hein, c'est-à-dire de ne pas vouloir une ferveur populaire. Peut-être qu'avec une ferveur populaire, Dijon serait en Ligue 1 ou que sais-je. Voilà, non, ils ont décidé autrement. Ils préfèrent. Voilà, c'est leur choix, mais c'est bien triste. Dernière partie, bien sûr, hein, avec nos amis niçois, et puis Xavier, tu vas nous faire les petites présentations. Comme un speed dating. Ouais. Oui, c'est un ouais. Donc, je remercie déjà
les amis niçois de la page je suis né à Nice, je suis niçois, je suis né à Nice et je supporte le GC Nice. Il me semble que c'est ça. Je pense qu'on va me reprendre de voler. Et donc je remercie parce que c'est eux qui m'ont envoyé 2 personnes qui étaient au déplacement calamiteux encore qui s'est passé pour Nice à Bordeaux. Et donc il y a Jean-Pierre qui est là et on va commencer par Aurélie, mais bon de toute façon vous serez ensemble pour débattre tous les deux. Et Aurélie c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est pas, on peut dire on reçoit souvent les ultras qui font partie du mouvement. Aurélie c'est quelqu'un qui est pas du tout dans la mouvance ultra et qui a été, on peut même dire en famille pour voir le match. Et souvent on dit ouais les familles ils ont un peu peur par rapport aux ultras tout, mais elle va vous expliquer là que c'est pas avec les ultras qu'elle a eu peur, c'est plutôt par des comportements de certaines autres personnes. Bah Aurélie, si tu veux commencer. Déjà merci d'être venue et bah à toi. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde déjà. Bah oui, donc comme tu as dit, on est allé, enfin, je suis avec mon compagnon au stade et puis avec ma cousine. Donc déjà pour dire voilà, que les ultras c'est pas tous des dingues comme on nous raconte à la télé, c'est qu'elle elle est supportrice de Bordeaux et ce que voilà, enfin je veux dire ils n'ont pas sauté dessus parce qu'elle était dans le parcage avec nous, donc bon déjà si c'est voilà, ça il faut le signaler. Bah nous après par rapport aux événements, ce qu'on a vu c'est des groupes un groupe une fois super réglo, voilà, qui a accepté les fouilles enfin, voilà, sans faire d'histoire, enfin, ils étaient super calmes et après c'est parti, voilà, c'est parti en vrille pour des conneries quoi. Donc matraque, se sont fait gazer, donc enfin, c'est de l'abus quoi. C'est tout simplement de l'abus quoi. Et c'est par rapport à quoi que ça a commencé à chauffer exactement? Bah sur le coup, on savait pas. Moi, par rapport à ce qu'on m'a dit, excuse-moi de te couper, Olivier, Ouais. ça a été surtout bien ciblé ex-BSN, quoi. Ouais, c'est ce que elle m'a expliqué Aurélie l'autre fois en off, elle m'a parlé d'une banderole avec une tête de mort et c'était ça qui dérangeait. Ouais, donc, ouais, c'est ça, enfin, ils ont sorti l'excuse qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser ce logo parce qu'il appartenait à la BSN, alors que, bon, apparemment, il n'y a pas de souci, la populaire peut l'utiliser. Voilà, donc ça leur a pas trop plu, les gars qui avaient des t-shirts ou des pulls estampillés avec la tête de mort. Enfin, nous, on a vu un gars qui est à côté de nous, comme je dis à Xavier quand on s'est eu au téléphone la première fois, il faisait 10 degrés, il y avait un vent de fou, le type, il était un t-shirt, quoi, donc enfin, c'est pas humain, quoi. Je veux dire, c'est 40 degrés, je veux bien, mais là, c'était donc tous les pulls, enfin, ils ont dû enlever les pulls, les t-shirts, bah, il faut pas rentrer avec les t-shirts estampillés avec la tête de mort. Voilà, après du coup, il dit qu'il voulait pas laisser passer avec la bâche, ils sont restés dehors. Il y a un gars qui a commencé à mettre sur son téléphone le match et apparemment, c'est parti aussi, c'est parti en vie à ce moment-là. Donc, est-ce qu'ils ont cru que voilà, c'est de la provoque alors que ça n'en était pas. Enfin bon. Mais ça se trouve, tu sais, je pense, parce que je repensais à ce que tu disais, là, tu reparles, le coup du téléphone, ça se trouve, ils ont peut-être plutôt cru que le mec, il voulait filmer, prendre des vidéos, c'est ça qui leur a déplu. Parce que c'est des choses qui se font et qui leur plaisent pas. Peut-être ça aussi. Hein. Ah oui, non, mais non, c'est sûr, parce qu'ils étaient dans leur tort. Moi, je veux bien qu'il y ait de la sécurité, mais là, c'est plus de la sécurité. Enfin, je veux dire, par rapport au groupe de Niçois qui arrive, il y avait beaucoup de CRS, les stadiers, n'en parlons pas. Voilà. Donc, et tu vois, il y a Mamé Nissa sur le chat, parce qu'il y a Laurence et Mamé Nissa, dès que ça parle de Nice, t'es tranquille, elles sont là. On les salue, on les salue. Hein. Et on les salue pour rappeler aussi qu'il faut soutenir l'association Petit Louis. Vous trouverez sur la page de Mamé Nissa, vous trouverez, c'est la bienfaitrice des pitchous chez eux. Hein. Et Mamé Nissa, justement, a dit que la tête de mort, elle est autorisée. Hein. Moi, c'est ce qui me semblait, parce qu'il me semble pas qu'ils ont été dissous. Hein. Il paraît au bout de 5 ans, tu as le droit de ressortir les couleurs que tu veux après 5 ans de dissolution. Donc quoi qu'il arrive, même juridiquement, ils sont hors la loi. Quoi. Et toi Aurélie, tu me disais en plus l'autre fois que toi, qui n'es pas vraiment de ce monde-là, qui aurais pu te faire un a priori comme ça, comme beaucoup font en voyant certains reportages et en entendant des trucs à la radio, tu disais que tu avais trouvé justement les supporters assez calmes et que ça aurait pu mal finir, mais au contraire, ils sont restés plutôt droits. Oui, non, je veux dire, ils ont été, super. Enfin, ça aurait pu dégénérer plus vite que ça. Et, enfin, je veux dire, on voyait bien que le groupe, ils essayaient de forcer, voilà, ils voulaient rentrer, ils négociaient, mais bon, c'est pas parti. Je veux dire, ça a pu mal tourner. Donc,
Après, quand on les a demandé de repartir et de retourner dans la rue où ils ont été parqués, le temps qu'ils remontent dans les camions, dans les bus, je veux dire, ça a été, voilà, ils ont été super réglo, quoi. Et c'est du côté CRS où ça n'a pas été du tout le cas. Ça ne plaira pas à ceux qui ont des CRS qui écoutent qui étaient à ce moment-là sur Bordeaux, ça ne leur plaira pas, mais c'est la vérité, quoi. Donc, à mon avis, moi, c'est ce qu'on dit souvent, nous, c'est que, bon, comme tu dis, il y a une répression abusive, mais il y a surtout une chose, c'est que, bah ouais, il y a certains endroits où, bah, les forces de l'ordre sont un petit peu plus cool, et puis il y a des endroits où, bah ouais, ils se la jouent un petit peu plus comme ça, et là, il va y avoir même des stadiers, ordres. Je veux dire, Il peut y avoir des même les ordres, pour stadiers, être comme ça. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un petit peu l'avis de Jean-Pierre qui est avec nous. Jean-Pierre qui a une particularité, c'est qu'il est un petit peu un ancien aussi de l'ex BSN. Bonsoir Jean-Pierre déjà. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Mais merci de me mettre à l'antenne. Voilà, en fait, j'écoute un peu ce qu'on dit. Je vois qu'à chaque fois, on revient toujours sur les mêmes histoires. Bon, moi, je veux simplement dire que je n'étais pas à Bordeaux, mais mon fils fait tous les déplacements. Se déplace, il a 18 ans. Il passe sa paye, je veux dire, il est apprenti, il passe sa paye. Bon, en fait, il fait tous les déplacements de Nice. Et ce qui est arrivé à Bordeaux, franchement, quand il est rentré dimanche matin, il nous a expliqué. Et honnêtement, aujourd'hui, on frôle le ridicule. Le ridicule dans la mesure où moi-même, je suis fondateur, donc je suis au départ de la brigade. Mon frère est le créateur du logo de la tête de mort dont on parle. Voilà, je ne vais pas parler au nom de maintenant l'Ultra Populaire Sud. Je veux dire BSN et tout ça, qui font un super boulot. Tous des jeunes que j'ai connus à l'époque, qui nous suivaient au stade du Ré. Je veux dire, j'ai connu l'ensemble au stade du Ré. L'aventure a démarré en 84, nous avons officialisé en 85, nous avons fait tous les déplacements inimaginables. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ce monde, comme on dit, ultra, je crois qu'il faut mettre un terme à tout ça parce que on est en train de vider, je veux dire, tout ce qui est populaire dans les stades. On est en train d'anéantir, je veux dire, des heures et des heures de travail pour préparer les titres, pour préparer tout ce qui se fait comme ambiance. Aujourd'hui, on a la chance de jouer dans un stade super à l'Alliance Riviera. Je veux dire, on a des gamins, j'ai le plus petit, il est à bloc, je veux dire, si demain ça chante pas dans le stade, le gamin, je pense qu'il a même permis d'aller au stade. On a créé ce mouvement et je veux dire, les gens, les 3/4 des personnes viennent pour voir cette ambiance vivante dans ce stade. Et aujourd'hui, on est en train de tuer ce qui se passe dans ce stade, je veux dire, et ce qui s'est passé à Bordeaux est indigne, je veux dire, de cet État français, je veux dire, qui est en train de s'en prendre aux ultras et qui ne connaissent vraiment pas, je veux dire, le monde ultra. On confond hooligan avec le monde ultra. Et je veux dire, bien sûr, on ne peut pas cerner tout le monde. Mais, je veux dire, aujourd'hui, moi, ce que je passe comme appel, pour que tout cela cesse, parce que tous ces jeunes qui sont IDS, qui reçoivent des lettres dans les boîtes à lettres, alors que les gars ont rien fait, je veux dire, si demain dans les cités, dans les villes, dans les quartiers, il se passe, je veux dire, le moindre incident, on ne condamne pas ces personnes aussi lourdement qu'on va, je veux dire, priver ces gens-là dans les stades. Au nom de qui, au nom de quoi? Ce qui s'est passé à Bordeaux, eh bien, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, ils sont arrivés. Bien sûr, il y avait des tricots, je veux dire, des pulls avec BSN, tout ça. De suite, on les a identifiés. Et, je veux dire, on oublie qu'ils ont fait 10 heures de déplacement en bus. Pour certains ont pris des chambres d'hôtel, pour certains avaient réservé des... Exactement. Exactement. Est-ce que quelqu'un qui est capable de me répondre ici ou sur le chat, savoir s'il y avait un arrêté préfectoral ou carrément, même sans arrêté préfectoral, ils ont fait ça, quoi? Aucun arrêté préfectoral. Et ce que je tiens à dire, c'est que le logo n'est pas interdit. Je veux dire, si on a le logo,
il est autorisé, on peut rentrer dans le stade. Ceux qui ne veulent plus, et ça, et je le rappelle encore, si il y a autant d'auditeurs, je veux dire, qui écoutent ce soir, on a dissous un groupe qui n'a jamais existé officiellement en préfecture. Ça, il faut bien qu'on le sache. Donc, on a mis tous les moyens inimaginables pour dissoudre un groupe qui n'a jamais existé officiellement. Deuxièmement, aujourd'hui, au lieu, je veux dire, quand on dise, ouais, on est un peu chaud, on est ainsi, oui, on est chaud dans l'ambiance, on est chaud dans ce que on montre, je veux dire, dans le stade. Je veux dire, la populaire, elle vit, elle bouge. Les joueurs, c'est comme une famille. L'OGC Nice, c'est une famille. Je veux dire, on s'est tous connus. Il y a eu des unions qui se sont faites autour de l'OGC Nice. Et dans ce groupe-là, je veux dire, il y a un nombre incalculable de familles et de parents qui viennent avec des gosses pour voir ce spectacle qu'on donne à chaque match. Et aujourd'hui, moi, ce que je passe comme appel, c'est de dire à tous les ultras de France, à tous les groupes de supporters de France, arrêtez tous de pleurer, qu'on s'apitoie tous dans un coin, descendez dans la rue, faisons des tribunes vides. Ce ne serait-ce qu'une soirée, je veux dire, de championnat. Montrons ce que c'est un stade vide sans supporters, sans le monde ultra dans les stades. Mais faisons-le une bonne fois pour toutes pour montrer cet impact et essayer d'avoir un dialogue. Parce qu'il n'y a aucun dialogue avec ces personnes. Aucun. Alors qu'à l'époque, quand je crée la BSN avec mes amis, qui sont encore présents dans les populaires aujourd'hui, qui s'occupent heureusement de la populaire sud, ils en ont pris le chemin. Mon frère y est toujours, et je veux dire, il passe sa vie là-bas, c'est le dessinateur de l'ultra populaire sud. Et je veux dire, heureusement qu'ils sont là. Mais aujourd'hui, plein je veux dire, tout ce qui passe comme capot maintenant qui ont pris cette suite-là, reçoivent des interdictions. Mais pourquoi ils ont fait quoi de mal? Où est, je veux dire, où est la raison? Donc, moi, à l'époque, quand on crée la Brigade Sud, parce que ça, je vais le dire, parce que je ne sais pas si on en a assez parlé avec les anciens collègues qui ont dû passer à votre radio ou quoi, il faut le dire, la Brigade Sud s'est créée au départ avec le commissaire divisionnaire, avec les forces de l'ordre de Nice qui ont voulu que nous soyons le relais entre supporters, clubs et sécurité. Et je peux vous assurer qu'à Nice, il n'y avait aucun incident. On pouvait allumer autant de fumigènes qu'on avait, et je vais même le dire ce soir, c'est même eux qui nous rentraient les fumigènes par le terrain à l'époque. Voilà. Et donc, il n'y a plus de dialogue. Donc, du fait qu'il n'y a plus de dialogue, je veux dire, il y a toutes ces histoires et tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il serait simple de faire une union entre tous les ultras de France, même tous les clubs, descendre une bonne fois dans la rue, faire un stade vide, une soirée de championnat, voir ce que ça donne un stade mort. Et à ce moment-là, peut-être que l'opinion publique, je veux dire, sera interpellée et qu'on arrête de se faire descendre en flèche comme pas possible. Et en plus, quand il y a IDS, ces personnes-là doivent se présenter avant le match, à la mi-temps, après les matchs. Donc ils sont confinés chez eux le week-end. Mais ils ont fait quoi? Pour l'histoire qui nous est arrivée, ça je le relate aussi. J'étais avec ma femme, mes gosses, je suis toujours derrière les buts à la populaire. Quand les Stéphanois sont arrivés, les forces de l'ordre, il faut bien voir ça, ont mis 40 minutes à intervenir. Mais les Niçois, obligés de descendre de la tribune pour arrêter ce désastre, parce que à ce moment-là, le groupe stéphanois enjambait et tirait les sièges sur des familles, sur des gamins. On a des personnes qui se sont fait arrêter parce que on ne pouvait pas admettre ce spectacle et que les forces de l'ordre étaient à l'extérieur et qui n'ont jamais intervenu dans les 40 minutes. Et ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Alors, même moi, père de famille, j'avais quitté ma sacoche, j'étais à 2 doigts de traverser le terrain. On ne peut pas laisser faire ça. Des sièges qui volent, des parents qui viennent avec des gamins voir un match qui se reçoivent des sièges sur la tête. Mais je ne sais pas, on marche sur la tête en France. On marche sur la tête. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis.
Jean-Pierre, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, Stan, hein, qu'on a reçu l'autre fois, Daniel Riolo, qu'est-ce qu'on disait? Justement que des fois on se demandait, alors C'est pas fait exprès, voilà, voilà. on peut-être pas exprès, mais que ça fait parano de dire si c'est fait exprès. Je suis d'accord qu'il faut faire le ménage dans les groupes ultra, par exemple quand il y a des gens de violents, on pourrait bouger nous Tout à aussi. fait. Quoi. Tout Mais à fait. les mecs qui sont là pour la sécurité, pourquoi ils attendent autant de temps pour intervenir quand il y a des incidents, ou pourquoi Mais ils moi, n'arrivent je pas à pense qu'ils identifier savaient soi-disant que... ceux qui font de la violence n'arrivent pas à les identifier alors qu'il y a des caméras de partout. C'est qu'en fin de compte, des fois, Mais tu te bien demandes sûr. aussi s'il n'y a pas un peu de laxisme pour passer après à un tout répressif, un peu comme ça a été fait au Parc des Mais Princes. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense qu'ils ont attendu cette occasion-là pour dire, ah ben voilà, ça y est, les gars, ils tombent comme, ils tombent dans le piège, ils tombent dans le trou, c'est bon, les gars, allez, maintenant, c'est bon, on a les arguments pour dire, ah ben voilà, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais en attendant 40 minutes. Et d'ailleurs, Donc, je veux dire, il y avait quand même 20 000 personnes témoins dans ce stade. Donc, ça veut dire, si demain on fait une pétition avec 20 000 signatures, on va dire, ah ben non, vous êtes tous des menteurs parce que vous allez au stade. Ah bon, ben, ok. Mais je veux dire, à l'heure actuelle, je pense maintenant qu'il faudrait faire une soirée de championnat, tribune vide complètement pour voir l'impact et à la télé et de partout pour dire voilà, les gars ils ne mettent plus les pieds au stade parce qu'on est en train de mettre des répressions absurdes et de partout je veux dire, ça décourage tout le monde, ça décourage tout le monde. On a des gars, je veux dire, qui sont prêts à ne plus prendre les abonnements pour l'année prochaine et à plus se déplacer au stade. ouais, mais comme je te disais cet après-midi, quand on en parlait, je pense que c'est leur but. Ouais. De faire tomber les cadres, les fortes têtes, je veux dire, les capos, les présidents, tout ça. Et comme exactement. ça, petit à petit, ça détruit un peu exactement. les proches du gens. Exactement. Alors moi, je vais poser cette question maintenant. On organise bien le championnat d'Europe 2016. Ah ben, on va rigoler alors. Il va se passer quoi quand la Pologne, quand la Russie, quand l'Angleterre, quand l'Allemagne, mais ils vont faire comment là? Où est-ce qu'on va le faire? Où est-ce qu'on va le faire? Et je ne sais pas, si on n'est pas capable de parquer comme il s'est passé à Bordeaux, une soixantaine de bonhommes, mais arrêtez d'organiser des manifestations comme ça. Maintenant, le foot, je croyais que c'était un sport populaire, que c'était le sport qui pouvait, je veux dire, réunir toutes les classes uniformes, je veux dire, et je m'aperçois qu'ils veulent un public comme en Angleterre, comme on répète à chaque fois, à des places à 150, 200 euros, où c'est que la classe basse, la basse classe, la classe moyenne, ben, ne pourront plus mettre les pieds au stade, mais ils se trompent totalement, parce que le monde ultra, le monde, je veux dire, ils sont bien quelque part. On va se regrouper quelque part. Je veux dire, notre passion, c'est quoi? C'est notre club, c'est notre identité, c'est notre ville, c'est notre sport. Je veux dire, mais en coupant tous, je veux dire que c'est affligeant, mais je veux dire, en coupant tout ça, ça ne fait que déporter tous les problèmes. Et c'est pas logique. C'est pas logique. Ça veut dire que demain, celui qui va aller au stade, c'est celui qui pourra se payer des places à l'opéra, celui qui pourra se payer des places de théâtre. Et je veux dire, le foot populaire, eh ben, ça va décourager. Ça va décourager tout le monde. Encore plus scandaleux, c'est que tu vois, c'est que encore des fois on dénonce des trucs, des arrêtés préfectoraux, mais c'est que là, tu n'avais aucun arrêté qui était sorti. Rien. C'est pour ça, moi, je voudrais redonner la parole à Aurélie. Parce qu'Aurélie, toi, c'est pas si inaperçu de ce que tu as dit, mais par rapport aux forces de l'ordre et puis aux stewards, tu disais que tu les sentais un petit peu excités, un peu énervés. Bah déjà, les stadiers sont pas, comme tu disais, c'est vraiment montré patte blanche pour rentrer au niveau dans la rue avec le parquage. Donc, c'est montrer les charpes, prouver qu'on était vraiment niçois. Et après, non, pas franchement aimable, quoi. C'est limite, c'était un bonjour. Regarde. Je parle pas des fous, donc ça c'est normal, mais limite on se regarde comme comme si tu soupçonnes déjà que tu dis que t'es une fois, voilà, c'est des grands yeux, l'air de dire que ça va sortir la merde. Et il faut pas oublier que l'année dernière. Termine Aurélie, attends, laisse terminer Aurélie, on te redonne la parole après. Ouais, tu disais? Ouais, non, voilà, c'est vraiment que c'était comme, c'est comme si on allait sur le front, on vient foutre la merde, on vient tout casser.
Alors que moi, comme tu dis, je suis pas à la base dans le monde des ultras du tout, mais moi, je trouve que que tous les clubs en a besoin, parce que c'est pour se retrouver avec des supporters du dimanche qui chantent pas ou qui tirent une gueule comme vous allez à un enterrement à tous les matchs. Moi, je me fais chier, quoi. Honnêtement, j'ai toujours aimé le foot, et même toujours regardé avec mon grand-père et tout ça. Mais le gym, ça fait 4 ans que je suis amoureuse du gym, et voilà, je ne me vois pas aller au stade et me retrouver sans les chants, sans voilà, Et c'est pas quelqu'un du monde ultra qui dit ça, c'est quelqu'un, si on pourrait dire, on avait reçu Marion Edalo qui disait, oui, vous faites peur les ultras des fois. Là, c'est pas quelqu'un du monde ultra, et c'est pas les ultras là sur ce match-là. Bon, ça peut arriver. Sur ce match-là, c'est pas eux. Là, vraiment, on peut se demander pour quelle raison il s'est passé ça, quoi. C'est ça le pire. Si c'est juste parce qu'ils ont un t-shirt avec une tête de mort. Je trouve ça limite. En plus, il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Et d'ailleurs, il me semble, il y avait la session de Parigi avec Guillaume, Guillaume qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Bien sûr, et je pense ouais, que ce sont à l'origine du communiqué de la Grinta. Je pense que c'est des gens de la session de Parigi qui sont rentrés en contact avec nos amigos de la Grinta. On est un petit peu sur la fin de l'émission, le timing. Jean-Pierre, je te sens à fleur de peau, passionné. Tu as su transmettre ça à tes enfants. C'est ce que j'essaie de transmettre aux miens aussi. C'est beau la vie. D'ailleurs, Jean-Pierre, j'avais dit, ça serait bien que tu nous parles aussi, juste pour terminer, de ton expérience que tu avais eue il y a quelques années avec des journalistes, un peu comme ce qui s'est passé avec les journalistes de football, dont on attend toujours des nouvelles, presque une invitation, mais toujours pas de nouvelles. On n'en aura pas. Non. Bien, on n'en aura pas. Ouais, c'est sûr. Et bon, en tout cas, je voulais vous remercier, mais c'est vrai que bon, ce qui s'est passé sur l'article avec France Football, j'ai eu la même expérience il y a 25 ans, 27 ans en arrière, quand j'étais premier président de la brigade, et que le journaliste a tourné les phrases comme il a voulu, et je veux dire, ça fait un scandale, on a eu des soucis avec plusieurs quartiers de Nice à l'époque, tout ça, bon après ça a été résorbé, mais des phrases que j'avais jamais sorties. Et non, c'était déjà pour dire, la brigade, c'est un groupe qui commence un peu à gonfler, à monter, et il faut vite peut-être les calmer. Puis finalement, non, parce que l'ampleur populaire, les encouragements que nous avions derrière l'OGC Nice, je veux dire, l'orée était chaud bouillant, je veux dire maintenant l'Alliance, c'est un spectacle magnifique, tous les enfants veulent y aller. Pourquoi? Parce qu'on chante, parce qu'on encourage Nice, on est une vraie famille, je veux dire. Et heureusement que l'Ultra Populaire Sud est là, je veux dire, pour lever ce défi. Et c'est dommage. Et il faut, je sais que c'est dur, mais il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras, au contraire. Et c'est pour ça qu'il faut une union, je veux dire, nationale, à l'heure actuelle. Et monter, que tous les responsables des groupes montent une journée, je veux dire, sans ultra dans les stades, pour montrer vraiment, je veux dire, avec et sans ce que donne le football aujourd'hui. Voilà. Le message est passé, c'est un petit peu ce qu'on essaie aussi de faire passer dans l'émission à tous les groupes, pour donner la parole et voilà, qu'on essaye de suivre. En tout cas, c'est super. Merci à toi Jean-Pierre. C'est super. Merci Jean-Pierre, merci Lily. Vous revenez quand vous voulez. Merci, bonne soirée. Merci, vous êtes et en espérant voir un beau match, et surtout je conseille à tout le monde d'écouter l'ambiance qu'il y aura, je veux dire, vendredi soir pour Nice PSG. Voilà. Avec un partage parisien très impressionnant, une centaine de supporters. Faites attention, les Lax débarquent. Faites attention. Ouais, c'est ça. Bon. Et en tout cas, voilà, et merci à vous pour votre émission qui j'espère, fera avancer les choses. Bon. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Jean-Pierre, à bientôt. Au revoir. Merci Lily. Mais c'était un plaisir, ça fait du bien d'avoir une petite pointe féminine dans ce monde de brut. C'est sûr. Juste, je voulais rajouter un petit truc vite fait, c'est voilà qu'il faudrait que ça remonte jusqu'au club et donc une fois qu'il écoute, voilà, partager après sur les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas que ça passe sous silence, quoi, parce que ça vient c'est pire en pire, ça vient du grand n'importe quoi et voilà, donc il ne faut pas que ça passe sous silence parce que quand les ultras ou quand il y a des incidents qui arrangent les médias, on
on s'est leur tapé sur les doigts, mais quand c'est pour les défendre, il n'y a plus personne. Donc, non mais t'inquiète pas Aurélie, comme je disais, hein, Aurélie, c'est que déjà la Green Tie, ils ont fait un article parlant de ça, donc qui a tourné, c'est un de nos 3 partenaires. Et puis nous avec le podcast on va le faire tourner, t'inquiète pas pour ça, c'est que il n'y a pas non plus énormément de gens qui nous écoutent, mais ceux qui nous écoutent, c'est ceux qui... C'est gentil. Non, mais... On nous écoute de plus en plus quand même. Oui, non, mais moi ce que je veux te dire, c'est que on n'est pas comme certaines radios qui disent Oui. vous êtes de plus en plus à nous écouter. Des fois, il vaut mieux avoir plus de qualité de quantité. Et donc voilà, ceux qui écoutent les podcasts, c'est des gens qui sont du mouvement ou des gens qui veulent découvrir le mouvement. Et que là, le témoignage de Jean-Pierre et puis de toi, en plus qui était sur place et qui n'est pas du monde ultra, ça peut amener de l'eau à notre moulin, parce que quand c'est des gens ultra, on va dire oui, mais bon, vous dites des autres médias, mais vous aussi vous prenez des gens qui sont d'accord avec vous. Et des fois on reçoit des gens qui sont pas du monde et qui pensent comme nous. Donc à un moment, c'est qu'il va falloir peut-être se poser des questions et que peut-être essayer de se calmer un petit peu, hein, de desserrer les taux. Parce que comme on dit souvent au Parc des Princes, peut-être qu'il fallait faire quelque chose. Mais bon, ça fait 4 ans que ça... Et puis est-ce que tout le monde appréhendait ou avait peur, c'est en train de se vérifier. C'est qu'en fin de compte, quand tu n'as plus de groupe ultra, oui, c'est chiant parce que des fois, au niveau des il peut y avoir quelques incidents des fois, mais ils sont aussi là des fois pour dire ouais, le maillot, on veut telle couleur, le prix des places telle couleur. Ils sont là aussi pour être ce qu'on dit un peu les garants. Ils sont là aussi pour rappeler des choses et des fois un peu un contre-pouvoir. Voilà. Ouais. Et donc on se rend de plus en plus compte que par exemple au Parc des Princes il n'y a plus ça et on fait un petit peu ce qu'on veut. Par exemple là quand Jean-Pierre, je voulais lui dire, je voulais pas revenir sur le PSG, mais quand il dit de faire un jour où on rentre pas au stade, ou on rentre qu'à la mi-temps, des choses comme ça. Ah, ça ne se fera jamais à Paris, ça. Non, voilà, quand tu vois que les abonnements, ils sont montés en flèche, et comme contestation, il y a eu quoi? Rien du tout. Donc ça va être très dur. Et mais même dans un stade où, par exemple, je vais prendre un stade comme Nice, Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille, si tu leur dis bon, on rentre pas au stade, il y a des gens qui voudront quand même. Ouais, mais il y a des gens qui voudront quand même rentrer. Je sais pas. Ils sont assez solidaires entre eux et c'est tout à leur honneur. Je pense que si la Populaire Sud décide que personne rentre dans la tribune, à mon avis, personne ne rentrera dans la... Ah oui, mais moi je te parle dans le stade entier, je veux dire. Ah non, le stade entier, non. Il faut commencer par ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les virages. D'ailleurs, je tenais aussi, je sais pas si tu l'as entendu ça, un petit coup de gueule quand même après Marseille, parce que c'est Eric Dimeco qu'on a parlé et je l'ai lu sur certains réseaux sociaux, que il y a des Marseillais qui ont voulu rentrer des banderoles un peu pour protester après le match ou même pas avant le match Marseille-Rennes, et que les banderoles ont été interdites, vous rentrez pas vos banderoles, etc., etc. Donc la liberté d'expression qui était interdite, on disait nous au PSG de plus en plus, c'est en train de se vérifier dans de plus en plus de stades. Et d'ailleurs à Marseille où on disait oui mais nous à Marseille c'est une ville qui vit pour le foot, ce sera difficile de faire ça. On voit que même là-bas ils arrivent à faire quelques trucs comme ça de répression abusive. D'où le fait que voilà, il faut qu'à un moment donné, soit on campe tous devant la LFP et vraiment, pourquoi pas. Ah oui, d'ailleurs, Mamenissa, c'est ce qu'Amé a dit, ouais, c'est même des mouchoirs, j'ai voulu rentrer comme en Espagne, tu connais bien Stan, les mouchoirs blancs, et ils ont même refusé de rentrer ça. Donc, comme il a dit, je sais plus, il y a quelqu'un à la radio qui a dit l'autre fois, oui, on n'a pas le droit de tomber malade à Marseille. Voilà, mes amis, 21h36, on a poussé au maximum. Je remercie encore Aurélie et Jean-Pierre avec qui j'ai pris contact. Et Aurélie, je sais que ton mari voulait intervenir, et bon, je sais pas si c'était trop juste pour lui de passer ce soir. Il peut passer quand il veut dans une autre émission, quand il y a une libre antenne. Vous venez vous exprimer quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Puis je fais une course dédicace parce que c'est un amoureux du gym depuis qu'il s'est marché et qu'il s'est parlé. Donc, on le salue et qui continue à être amoureux et de déployer toute sa passion. Merci Lily. Merci à toi, Xavier, encore une bonne émission. Merci à vous et longue vie à vous et soutien aux ultras. C'est gentil. Merci. Bonne soirée. Hein. Salut. Ciao, à bientôt. Ciao. Voilà, on conclut l'émission. Non, c'était bien,
On avait annoncé par contre Bastia, hein, qui devait venir, Bastia 1905, comme on disait, ils viendront la semaine prochaine, voilà, c'est décalé d'une semaine. Et on devait recevoir aussi Pierre-Louis Basse, le journaliste ex d'Europe 1 qui est sur RTL maintenant. Et donc comme on avait nos amis niçois là, que c'était, on devait être à la pointe de l'actu parce que voilà, ça on pouvait pas rater un témoignage comme ça. Donc j'ai vu avec lui, j'ai dit qu'on décalerait, donc il viendra une prochaine fois. Donc, voilà. Et on s'excuse aussi pour la semaine dernière parce que le podcast était de très mauvaise qualité. C'était voilà, on essaye de faire du bon boulot, excusez-nous, mais des fois il y a ça merde. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye aussi de se développer, hein. C'est pour éviter que à un moment donné il y a une émission, elle est tellement de mauvaise qualité qu'elle passe à la trappe. Donc on essaiera de la semaine prochaine, hein, Rémi il reviendra nous faire son appel, hein. Bien sûr Rémi qui est supporter du FCN, hein, FC Nantes, pour rapport à son reportage sur les ultras, les témoignages. Donc il reviendra, et si vous voulez témoigner, on vous mettra en contact avec lui. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que cette semaine, le podcast sera de bonne qualité. De toute façon, quoi qu'il en soit, vu les témoignages importants qu'il y a eu, même s'il doit passer de mauvaise qualité, on le fera passer, quoi. Ouais, on le fera passer. Donc on s'excuse bien sûr auprès de Christopher, ex-LPA, bien sûr. Il reviendra lui aussi. Ouais. Il est comme à la maison, donc on n'a même pas besoin de lui envoyer d'invitation, comme tout. Si, la semaine dernière, il a fallu que je le harcèle un peu, mais bon, ça a marché. Donc, maintenant, ce sera lui qui viendra comme un cheveu sur la soupe. Il y aura pas de souci. Il y a toujours une place pour nos frères de LPA. Merci à toutes et à tous. Et comme on dit, voilà, pourvu que ça dure et pourvu que surtout que le mouvement ultra dure, ce mouvement populaire, hein, parce qu'en global, c'est global ultra, hein, c'est la passion. Hein, tu peux être supporter passionné, donner tout ce que tu as et ne pas être ultra. C'est une façon aussi, un mot de globaliser cette passion, des fois fanatique et des fois voilà. Donc pourvu que ça dure. Merci Xavier, à la semaine prochaine mon ami. La semaine prochaine, et puis surtout merci à ceux qui étaient sur le chat, hein, il y avait beaucoup de monde, hein. Il y a encore Juju PSG, il y a Lolo, Laurence, il y a même Enissa, il y a Boost, il y a Vic21, il y avait pas mal de monde sur le chat, et merci, j'ai pas lu tous vos messages, mais franchement merci, et merci de votre soutien, merci. Voilà, et puis d'écouter, d'être là tous les soirs, et puis même je te dis, hein, même le podcast de la semaine dernière. Pas tous les soirs, mais le mercredi soir déjà. Ouais, pardon. Mais et puis il y en a pas mal qui m'avaient demandé le podcast de la semaine dernière, donc on voit qu'il y en a qui attendent le podcast. Et là, celui-là, il n'y aura pas de souci, il devrait arriver d'ici 1 ou 2 jours. Donc, et puis voilà, désolé pour la semaine dernière, et puis on vous dit à mercredi prochain, et merci à toutes et à tous, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous ont écoutés. Merci, on vous embrasse tous, merci de votre soutien, et c'est grâce à vous en particulier que cette émission existe et perdure et prendre de plus en plus d'ampleur. Mais merci beaucoup, à la semaine prochaine. À mercredi. Ciao à tous.